Ok, merci. Bon, nous sommes presque vers la fin. Euh, Avant de conclure, nous allons passer la parole au président de Petrotimon, M. Agibou Diallo, depuis Paris. Si la connexion est bonne, oui, je l'aperçois à l'écran. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Monsieur Tal. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bon, nous Oui, vous c'est laissons la un parole plaisir pour de vous retrouver. participer à l'émission. La parole, allez-y. Merci, Mbaïtal. Monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir de vous retrouver. Après le débat que j'ai eu à assurer la modération à Paris, c'est toujours un plaisir donc de vous entendre et de partager une séance, on va dire, scolastique. Parce que vous avez une approche qui est tout à fait académique et didacticielle, si je puis m'exprimer ainsi, euh, dans votre façon d'aborder les choses. Et c'est à tout votre honneur. Moi, en vous écoutant aujourd'hui, en fait, je pensais un peu à une petite maxime des Maxiens. Je suis pas marxiste, hein, je vous rappelle, mais je suis un peu sensible à l'approche de la philosophie de l'histoire de Marx. Et un instant, je me suis dit, mais il a peut-être raison de dire que nous n'avons fait qu'interpréter le monde différemment. Il s'agit maintenant de le transformer. Et la vocation de transformation vous revient à vous les politiques. Et jusqu'ici, on a comme le sentiment que la question de la démocratie est une sorte de canular. On nous a fait croire qu'avec la démocratie, on atteindrait la prospérité. Or, d'un point de vue historique, quand on regarde bien dans le mouvement de l'histoire, il a fallu d'abord que les États atteignent un certain niveau de prospérité avant d'élargir les libertés jusqu'à l'établissement effectif de la démocratie. C'est le cas en Europe, c'est le cas en Asie, c'est le cas dans pas mal de pays. Et nous, en Afrique, depuis 60 ans, on est enfermé dans un tantinisme qui renferme que des hommes politiques, intellectuels, académiciens, mais qui, à la limite, spéculent sur le sexe des anges et qui sont incapables de transformer qualitativement la structure économique de nos États de manière à ce que les citoyens puissent jouir pleinement de leur plénitude de citoyens, c'est-à-dire avoir leur place dans le partage et la distribution des bénéfices de la richesse du pays. Donc, une seule question, Monsieur le Premier ministre, on va faire un peu de politique question. On est en 2024, vous êtes élu président de la République. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place dans les 100 premiers jours pour poser les véritables jalons de la transformation qualitative et structurelle de notre économie? Écoutez, merci Monsieur Diallo, et puis à moi également de souligner que j'ai plaisir à... Voilà. Vous avez évoqué la pensée marxiste. Vous savez, notre parti se définit comme appartenant à la ligne social-démocrate. Et par contre, nous mettons l'intérêt de la population, l'intérêt de la nation avant toute chose. Et dans une certaine mesure, ça nous rapproche de ceux qui appartiennent au groupe de gauche, au groupe socialiste, etc. Et ça nous éloigne de ceux qui sont plutôt dans le camp, non pas libéral, hein, mais prévaricateur. C'est-à-dire des hommes politiques
qui ne conçoivent l'action politique comme un moyen d'accéder au pouvoir pour ensuite accéder aux honneurs, ça c'est le minimum, mais surtout accéder à la richesse et en priver le peuple. J'ai noté dans votre développement, vous avez dit à vous les politiques. Et ça rejoint un peu d'ailleurs une observation, une des questions posées tout à l'heure par Ndiogu, qui disait, mais quelle est la stratégie de l'opposition? L'opposition, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Vous savez, il est temps de ne pas laisser les politiques ou les politiciens confisquer la politique. Il est temps de remettre le citoyen au cœur de la chose politique. Et ce n'est pas pour rien que nous avons appelé notre parti Alliance pour la citoyenneté et le travail. Car les dérives dont nous nous plaignons aujourd'hui en termes de gouvernance viennent principalement de la confiscation de la chose politique par des professionnels de la politique, viennent de l'écart qui s'est créé entre les citoyens et la chose politique. Et moi qui vous parle, je me fais souvent ce reproche. Je suis resté trop longtemps citoyen simple, y compris en politique, mais non politicien dans mes fonctions de Premier ministre. Je tenais à me tenir à distance de la chose politique et ce n'est qu'en 2016, après avoir quitté les fonctions politiques en 2013, que j'ai décidé de faire le saut. Maintenant, vous me demandez, qu'allez-vous faire les 100 premiers jours 2024? Très sincèrement, M. Diallo, ça correspond à des modèles occidentaux. Nous sommes en 2020, je ne sais pas ce qui va se passer avant 2024 et je suis déjà en train de penser les mises en œuvre pendant les 100 premiers jours. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Par contre, si vous me demandez quelles sont pour vous les priorités extrêmes susceptibles de permettre les réformes fondamentales qui changeront à jamais le mode de gouvernance de notre pays, là, je suis en mesure de vous répondre. Et je vous dirai que ce que nous envisageons se trouve déjà dans ce que nous avions exigé aux candidats en lice pendant l'élection présidentielle de 2019 pour pouvoir bénéficier de notre soutien. Mamadou Lamine Diallo et son mouvement Tekki, Abdoul Mbaye et l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ont soumis un document représentant le minimum et la priorité devant nous conduire vers des réformes fondamentales. Et vous savez, ça repose sur quoi? Sur la restauration de l'équilibre des pouvoirs. Un ensemble de mesures allant dans le sens de la réduction des pouvoirs du président de la République, dans le sens du renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale, dans le sens d'une plus grande indépendance de l'administration, dans le sens d'oublier le troisième pouvoir, parce que là, la catastrophe dans notre pays, les mesures allant également dans le sens d'une véritable indépendance de la justice. Voilà ce qui est fondamental. Le reste, ce sont des mesures qui seront prises en fonction de la conjoncture du moment et même en fonction du moyen terme précédent. Nous sommes quand même en 2020, vous parlez de 2024. Bon, que les 3-4 dernières minutes. Bon, avant de laisser la parole à M. Bey, je vais faire juste une brève, disons, analyse de ce qui a été dit sur ce plateau.
Bon, dès l'entame de l'émission, on a parlé du recul de la production mondiale de 5 à 10% et d'une éventuelle période de reconfinement qui devrait se faire, ce qui entraînerait une forte récession de l'économie mondiale et particulièrement de l'économie sous-régionale. M. Bay a également abordé la question du terre qui a coûté 1000 milliards avec 2 ans de retard pour le moment et parlait également des fondamentaux de l'économie pour pouvoir guider ce qu'on appelle une bonne rationalisation de la dette publique pour éviter de s'endetter aveuglément sur des projets qui ne sont pas porteurs ni contre-productifs, et ce qui nous amène à des dettes qui ne sont pas supportables, à augmenter notre capacité, le ratio de la capacité d'autofinancement. Il a parlé également de l'industrie locale pour pouvoir booster l'économie, de l'artisanat et pour pouvoir éventuellement redynamiser l'économie et revoir également ce qui ne fonctionne pas. En fait, ce qui a été un point positif, c'est par rapport à l'éco, d'être beaucoup plus prudent et de savoir se prémunir de certaines garanties pour éviter de reproduire le même procédé que le franc CFA. Il a parlé également de la crise malienne avec leurs demandes, leurs exigences, qui est une exigence de plus de justice, plus de démocratie, une lutte farouche à la corruption, à l'injustice, aux œuvres de prévarication, ce qui sont également des mots que nous partageons avec nos frères maliens. Et pour la troisième candidature ou l'éventuel troisième mandat du président, lui, il est catégorique que le président ne le fera pas parce que la Constitution, selon lui, est claire, mais malgré qu'il y ait des interprétations d'éminents constitutionnalistes qui disent tout le contraire. Et dans l'affaire Big Togo, il a révélé les dynamiques, les circonstances dans lesquelles il a eu à participer et ses limites et sa non-participation, plutôt son non-implication. Et pour ce qui regarde la dernière phase, ou la toute dernière question, il a parlé en disant que le citoyen doit être au cœur des politiques publiques pour pouvoir, même si tu n'es pas en politique, tu dois s'imprégner de la chose politique. Pour résumer, tout est politique. Parce que même ce que, comme disait Sankara, pour savoir c'est quoi la politique ou c'est quoi l'impérialisme, il faut juste se limiter au plat de riz qu'on mange. Et éventuellement, il a répondu à une question relative au 100 éventuels premiers jours de 2024. Il a répondu avec plus de retenue en disant que lui, il est plus dans une projection, ils peuvent avoir des projections globales, mais dans les 100 premiers jours, ce sont des logiques de politique occidentale. Mais néanmoins, son projet politique, le principal projet politique, c'est la réduction des pouvoirs présidentiels et une indépendance nette de la justice pour au moins avoir une réelle séparation des trois pouvoirs et avoir une démocratie réelle et un véritable contrôle, autocontrôle des pouvoirs pour réguler et limiter tous les trois pouvoirs. Et ça, c'est en gros ce qu'on a pu retenir. Et maintenant, nous lui laissons la parole pour le dernier mot. Bon, allô, M. Bay? Oui, merci, Monsieur Mbaïtal, de me laisser la parole pour les derniers mots de cette émission avec les internautes. Je vais malheureusement me montrer pessimiste, c'est-à-dire proche de la réalité qui va venir, proche de la réalité qui nous guette. Je l'avais déjà fait à la fin de l'année 2019, en insistant tout particulièrement sur l'échec des options
de politique de développement mise en œuvre par le président Macky Sall et qui avait déjà amené à la fin 2019 la mise en œuvre d'une politique d'ajustement structurel. J'étais loin d'imaginer la catastrophe que nous allions vivre avec la Covid 2019. La pandémie nous a atteints, elle aura également ses conséquences. Les choses vont s'aggraver, lourdement s'aggraver, sur le plan économique évidemment, sur le plan sanitaire c'est déjà la catastrophe, sur le plan de l'éducation, on essaie de rattraper l'année 2019-2020, mais l'année académique 2020-2021 pourrait encore être compromise. Les horizons se bouchent ici et ailleurs et malheureusement, les attitudes des politiciens vont dans le sens d'une aggravation de ces difficultés en ajoutant des troubles sociaux aux difficultés économiques, sociales, sanitaires qui sont déjà vécues par les populations et peut-être dans une logique africaine, hein, parce que je suis toujours un peu surpris par la manière dont réagissent nos gouvernants. Ils pensent pouvoir profiter de cet affaiblissement de nos populations, de cette détresse supplémentaire de nos populations pour marquer des points et rester un peu plus longtemps. Je suis pessimiste parce que malheureusement, je crois que les limites du supportable sont en train d'être atteintes, qu'il s'agisse du Mali ou d'autres pays de la sous-région. Et il ne faut pas prendre à la légère les prédictions du rapport l'effet pangolin que citait Mbaïfal au début de cet entretien. Je pense que malheureusement notre région pourrait aller vers des soubresauts majeurs. Je terminerai enfin parce que nous ne l'avons pas évoqué au début de cet entretien, mais je le fais à sa fin, par présenter mes condoléances, même si je suis moi-même personnellement atteint, à la suite du décès du Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, Khalif de Medina Baye, dont la mise en terre a eu lieu aujourd'hui. Puisse Dieu lui ouvrir bien grandes les portes du paradis et également nos prières vont à tous ceux qui nous ont quittés à la faveur l'occasion de cette pandémie. Nous avons de fortes pensées pour tous. Merci, Monsieur Mbaïfal. Merci, Monsieur Diallo. Ouais, merci, Monsieur Abdoumbaye. Nous avons eu un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et nous remercions particulièrement Sénégal 7 et l'ASLIC et toute l'équipe de Petro-Timon. Et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Petro-Timon si vous avez des propositions, des questions et des suggestions. Et nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, avec un invité, M. Kledersen. Et nous vous disons bonne fin de soirée. Allez, au revoir. À la prochaine. GNT avec Cheikh Sadibou Diop, la Petro-Timon est sur votre site Sénégal 7.